Bonjour Vincent Collin, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Donc, je suis psychologue et auteur de romans également. Et je me suis intéressé à la question des exclusions sociales, notamment, et puis là, à travers ce nouvel ouvrage, donc à la question des licenciements. Et ce que pouvait provoquer cette situation chez quelqu'un, a priori, de normal. Et du coup, vous avez écrit ce livre, Et pourquoi n'irais-je pas au hangar? Est-ce votre premier ouvrage? C'est le troisième. J'avais écrit un premier ouvrage il y a une dizaine d'années qui s'appelait Love.net. Donc, qui traitait d'une forme de solitude qu'on peut connaître en se trouvant derrière un écran, en ayant des relations virtuelles, une communication virtuelle. Il y a 3 ans, j'ai publié un autre roman qui s'appelait Inertie, loi et force, qui traitait plus de la radicalité, c'est-à-dire comment une personne qui ne trouve pas une place dans une société à un moment donné peut se radicaliser. Donc je suis encore un peu dans cette ligne-là avec ce nouvel ouvrage qui parle du chômage. Donc quelqu'un qui se fait licencier, a priori qui a encore beaucoup d'espoir parce qu'il est jeune et qui pense qu'il va retrouver facilement un emploi. Mais finalement c'est plus compliqué que prévu, quoi. Donc, Alors du coup, de quoi s'agit-il et pourquoi n'irais-je pas au hangar? alors, je voulais dans un premier temps pointer les émotions, les sentiments, les convictions qui sont légèrement ébranlées lorsqu'on est victime de cette situation. Je dis victime parce qu'on a souvent tendance à culpabiliser les gens qui se retrouvent finalement mis de côté, notamment par période et des discours qui se durcissent. Mais je voulais montrer que la plupart des gens étaient quand même de bonne volonté et qu'ils avaient parfois du mal à s'en sortir ou à gérer psychologiquement la situation. Et ça, on n'en parle pas. Donc il y a des émotions qui sont chamboulées, on peut avoir des sentiments parfois de révolte, de colère, de honte. Ça, la honte, elle est très présente. Il y a même le métabolisme intérieur qui est modifié au bout de 6 mois d'inactivité ou de communication professionnelle. Un peu comme dans le cas d'une séparation amoureuse où quelqu'un qui a reçu une lourde séparation aurait du mal ensuite à pouvoir reparler naturellement. Donc c'est vrai que si on laisse les personnes s'incruster dans cette situation, ça devient compliqué. Et il y a une spirale vicieuse qui peut se mettre en place, quoi. Les gens sont attirés vers une sorte de gouffre, quoi. Donc, Alors pouvez-vous nous parler de votre personnage principal? alors c'est Alexandre. Alexandre, c'est quelqu'un tout à fait normal. Il a bien travaillé à l'école, il a même réussi. Il a fait tout ce qu'on lui demandait. Et donc voilà, parce qu'à un moment donné, dans son entreprise, il y a des perspectives qui sont un peu angoissantes pour les actionnaires, où on décide un plan social. Et Alexandre se trouve mis de côté, quoi. Alors, il pense qu'il va s'en sortir rapidement, et finalement, le temps passe. C'est quelqu'un qui envisageait d'acheter un appartement avec sa compagne, il était en pleine construction, et d'un seul coup, ce que je voulais montrer, c'était la violence qu'il pouvait y avoir derrière cette chose qui est banalisée maintenant, qui est le licenciement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress qui est créé, et Alexandre va peut-être moins bien réagir que d'autres, enfin, ça à discuter. Alors est-ce que son comportement change? Est-ce qu'Alexandre change finalement? Alexandre change, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il perd confiance. Quand je décris les passages où quand il essaie de s'adresser à ses futurs employeurs, ceux qui aimeraient, il ne trouve plus les mêmes mots, il ne réagit plus de la même manière, jusqu'à finalement ne plus adhérer au système. Il va croire en des jolis discours très humanistes où on prône d'autres conditions de travail, d'autres manières de travailler, d'autres réseaux de production et de commercialisation. Il va se mettre à croire à ça et au détriment finalement des chances qui quand même s'ouvrent à lui. Et là, je vais lui montrer le basculement, quoi. Parce que son savoir-faire est là, et mais lui il change en fait. Il veut toujours pouvoir exprimer ses talents, quoi. Et il est rejoint heureusement, il est rejoint par une amie, enfin une ancienne collègue, Claire, qui elle vient toujours remettre en lumière ce savoir-faire qu'il a toujours en lui.
C'est un peu la seule chose qui le tient finalement. Parce que sa femme va commencer à ne plus le reconnaître. Enfin, donc c'est une descente aux enfers, quoi. Alors d'après votre description, on pourrait croire que vous êtes contre les licenciements. Quel est le problème dans cette démarche, d'après vous? Alors le problème, selon moi, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que les licenciements sont parfois basés sur des situations réelles. Donc une entreprise vraiment est en déroute, bon, voilà, on ne peut plus rien faire, il y a des difficultés. Il y a aussi des licenciements qui sont décidés selon des perspectives qui sont plus ou moins négatives. Et ce que je trouve pas normal dans cette situation, c'est que c'est toujours les salariés finalement qui vont trinquer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui ont du pouvoir, donc ça peut être l'actionnariat, les dirigeants, qui eux finalement ne vont pas tellement rogner, même s'ils ont pris des risques, ils ont investi, peu importe. Mais il y a un tel chamboulement dans la vie des uns par rapport à d'autres que là je trouve qu'il pourrait y avoir d'autres manières de faire, peut-être. Compte tenu des perspectives où encore une entreprise est viable et on pourrait peut-être créer des accompagnements ou permettre aux gens de se former pendant quelques temps. Il pourrait y avoir des partenariats avec l'État. Alors qu'en fait, le partenariat avec l'État se combine par le licenciement. C'est-à-dire qu'on peut licencier parce qu'en France, il y a des prestations sociales qui amortissent. Et donc, si vous voulez, il n'y aurait pas ces prestations sociales, les gens n'accepteraient pas de cette manière-là. Donc c'est vrai qu'il y a toute une ambiguïté qui se noue à ce niveau-là. Donc je voulais parler de ça, et puis surtout de la brutalité du phénomène. Alors du coup, à la lecture de votre livre, on peut penser que les discours ne servent plus qu'à nourrir des illusions, finalement. C'est ce que moi je peux penser. J'étais vraiment bercé par des discours qui vantaient l'homme, le sujet, la réalisation de soi par l'activité professionnelle. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu vraiment évacué, quoi. Et les illusions dues à ces discours peuvent être peut-être dangereuses, parce qu'elles peuvent aussi se renverser. Et finalement, on ne voit plus trop quelle est la réalité, quoi. Donc, est-ce qu'il faut continuer à s'illusionner ou pas c'est vrai que c'est bien, mais est-ce que finalement il y aura un terme à ces discours dus à cette réalité-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils pourront revenir sous une autre forme ou créer une autre réalité? Je crois qu'on peut peut-être en douter, quoi. Maintenant, ce qu'il faut sauvegarder, c'est ce qu'il y a au fond des gens. Enfin, c'est le but aussi d'un livre comme celui-ci. Alors, on voit des femmes licenciées exclues, le héros, Alexandre, change de comportement. Et pourquoi n'y a-t-il pas de réaction plus forte, finalement, de la part de ces exclus? Je pense qu'il y a une banalisation du phénomène. C'est normal de licencier, c'est normal finalement d'être mis de côté. Il y a des médias qui tous les jours rappellent que finalement voilà, on est dans une forme d'impuissance apprise. On nous apprend qu'on ne peut pas réagir. Dès que quelqu'un se révolte un petit peu, voilà, c'est un antisocial. On peut même plus vraiment discuter. Hein. J'ai même peur des fois de parler de ça, parce que tout de suite on est vu comme un agitateur. Alors que c'est pas le cas, on peut poser encore des questions, mais c'est devenu oui, banal, normal. Et les gens ne savent plus comment ils pourraient se révolter, mais il y a une division aussi. C'est-à-dire que chaque personne qui se trouve dans cette situation pense que c'est elle peut s'attribuer à elle-même la responsabilité, elle peut se sentir isolée, mais elle ne voudra jamais trop se reconnaître dans une autre personne qui vivra la même chose. C'est un peu la honte. C'est un peu la honte dont je parlais tout à l'heure, quoi. Qui finalement crée de l'isolement. Il y a beaucoup de gens, on n'est pas loin de 6 millions de personnes en fait. Hein. Imaginez 6 millions de personnes qui se réuniraient, ça ferait quand même du poids, mais c'est bien organisé. Politique et social. Ah oui, un vrai poids politique et social énorme.